Ah bah, David Michael Frank, si tu fermes les yeux et que tu penses à une musique au synthé des années 80, tu penses à David en fait, sans même le savoir. C'est clair. Non mais David Michael Frank, le mec, attends. Il a fait du Steven Seagal, il a fait du Chuck Norris, il a fait du Dans les griffes du dragon rouge. Une pointure, le mec. Ah, le mec, il faut lui dresser une statue je pense. Dans Stéroïde, quoi. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors aujourd'hui, on tacle un grand film, qui est un peu presque même la raison d'être en fait de ce podcast, je pense, tu vois, tout court de manière générale, quoi, de nos prises de stéroïdes. Je suis avec mon ami Julien Charpentier, on va parler de Dans les griffes du dragon rouge de Mark L. Lester. Voilà. Salut Julien. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. On s'est dit à un moment donné, bon, c'est bien gentil de parler de grands films comme, Ronin, Terminator 3. C'est presque trop classe tout ça, quoi, tu vois. Il faut vraiment tacler le vrai sujet. On commençait doucement avec Terminator 3 parce que voilà, même si on n'était pas d'accord sur l'angle en fait avec lequel aborder ce film, tu vois. Toi, tu voyais un grand film mythologique, moi je voyais Commando version bien filmée, tu vois. Voilà. Là, je pense qu'on va être à peu près d'accord, tu vois, sur la qualité intrinsèque de ce gros film de bourrin qui est Dans les griffes du dragon rouge. Un grand film, voilà. un peu. Enfin, Friedkin peut les se rhabiller, je pense qu'on est d'accord. Voilà. Et c'est important de le dire. Alors là, moi, je vais placer les choses comme ça. Est-ce que tu peux me pitcher Dans les griffes du dragon rouge? Bah non, je peux pas. En fait, je voudrais bien te le pitcher, mais pour que je puisse pitcher une histoire, faut qu'il y ait une histoire. Et là, je suis bien embêté. Voilà. Donc il y a plutôt un contexte. C'est plutôt ça le truc. C'est un buddy movie. C'est un buddy movie. Il est sorti en 91, je crois. Jamais chez nous, par contre. C'était direct en vidéo. Direct en vidéo, mais alors c'est un film des années 80. Malgré le fait qu'ils soient sortis en 91. Ils ont oublié qu'on avait changé de... Voilà, ils étaient pas au courant. On leur avait pas dit, en fait. Et globalement, c'est un buddy movie classique avec un retournement super malin, voire brillant. C'est que c'est un buddy movie. Alors, il faut, dans un buddy movie, la règle de base, c'est que les personnages sont radicalement différents. Et là, donc, on a le blanc-bec californien et le japonais sage. Mais là où c'est ultra malin, c'est que le blanc-bec californien, c'est Brandon Lee, et le japonais sage, c'est évidemment Dolph Lundgren, qui fait extrêmement japonais, comme tout le monde le sait. Alors que Brandon Lee n'est même pas japonais à la base. Donc, bon, bref. Il est vaguement sino-américain. Ouais, c'est ça. Donc, Dolph Lundgren qui joue, le gaijin, enfin le ninja blanc, on va dire, si tu veux. C'est plus un ninja blanc, c'est justement, il n'est pas gaijin, il connaît, il parle la langue et tout, quoi. Oui, mais c'est un gaijin quand même. Tu vois, il est culturé Japon, mais tu vois, voilà, quoi. Et effectivement, il mène l'enquête sur... alors, parce que, voilà, il faut recontextualiser. Quand tu dis c'est un film des années 80, et enfin, plus forte raison, c'est qu'il y avait une énorme xénophobie dans les années 80, avec tout ce qui était lié au Japon, quoi. Particulièrement fin des années 80, début des années 90, on a eu quelques films pas piqués des hannetons sur l'invasion japonaise. Voilà, et on recontextualise parce que dans le cadre surtout de l'audiovisuel aux États-Unis, en fait, tu avais la mainmise des studios japonais, en fait, des grosses corporations japonaises qui venaient investir en fait Hollywood. Donc tu as par exemple Sony qui avait mis de l'argent dans Columbia et ce genre de choses, quoi. Ce qui fait qu'il y a eu une énorme xénophobie. Alors c'est parfois larvé, c'est-à-dire vraiment par exemple dans Die Hard, Nakatomi, ça vient de là en fait. Mais voilà, c'est McTiernan, donc il le fait intelligemment. Voilà, c'est-à-dire il en parle, mais il y a une critique du capitalisme, on va dire, mais qui est très, comment dire... Non, puis il en joue, tu sais, c'est Pearl Harbor n'a pas suffi, alors on a inventé le magnétoscope. Ouais, c'est ça. Voilà, il fait cash, au moins c'est voilà, drôle, c'est quoi. ça, non, mais c'est traité de manière subtile. Dans les griffes du dragon rouge, c'est traité de manière, on va dire, beaucoup moins subtile. C'est pas forcément le pire. On a eu Robocop 3. C'est vrai. Ça, tout le monde l'a oublié, alors que dans les griffes du dragon rouge, tout le monde s'en rappelle. C'est pas sûr, ça. Et on a eu Soleil Levant aussi qu'il faudrait pas oublier sur ce... C'est vrai. Ah oui, non, mais ça a été une tendance, hein, Hollywood. On n'aime pas vraiment les Japonais. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils sont sympas, ces gens-là. Enfin, écoute, ouais. Voilà. Mais dans les griffes du dragon rouge, ils sont très méchants. Voilà. Interprété par Kari Hiroyuki Tagawa, qui est le comment dire, l'acteur principal enfin pas l'acteur principal, le méchant dans Mortal Kombat, tu vois, notamment. Oui, c'est Chan Sung dans Mortal Kombat, et c'est également le méchant dans un film qui a été traité ici qui s'appelle L'Art de la guerre. C'est vrai. Il était là-dedans aussi, ouais. Donc, et voilà, dans Soleil Levant, puisque c'était le japonais de service à Hollywood. Il y a un japonais en fait à Hollywood, c'était lui ou Mako. Donc voilà, quoi. Mais alors comment t'as dit Kari Hiroyuki Tagawa? Je me suis trompé?
Je crois pas que t'aies dit Tagawa. Si, j'ai dit Tagawa. T'as dit Tagawa? Ouais, j'ai dit Tagawa. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Ok. Bref. Donc, Alors, pression, effectivement, on peut absolument pas pitcher le film parce qu'en fait, globalement, c'est donc ce personnage de grand, comment dire, diabolique japonais qui est interprété par Hiroyuki Tagawa qui tue une blanche. Et donc les mecs mènent l'enquête. Mais pas là-dessus. Sur ce meurtre. Voilà, sur ce meurtre, mais pas vraiment. Ça, donc, Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est le trafic de drogue. voilà. Enfin, J'ai beau avoir vu ce film. Ouais. Effectivement, Attends, est-ce que je dis le vrai chiffre? Ouais, non, mais vas-y. Allez, on va dire une bonne dizaine de fois et je mens. Ouais. Tu vois, voilà. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien d'admettre ses perversions. Voilà. Ah non, mais c'est une grosse perversion Voilà. dans les Griffes du Dragon Rouge. C'est vrai que je ne sais pas de quoi ça parle. Bah, moi non Tu plus. Je l'ai Voilà. revu avant-hier soir, je crois. Mais par contre, je me rappelle de toutes les grandes scènes du film. C'est-à-dire que en gros, donc à un moment donné, t'as une scène où il y a un sumo qui se fait éventrer. C'est vrai. Ça, je m'en rappelle. Il y a aussi une scène où t'as donc la scène d'ouverture, enfin pas d'ouverture, mais la scène où le personnage de Tagawa en fait se tue une nana en fait, il couche avec et en même temps il la décapite. C'est ça. Après l'avoir drogué. Voilà, c'est il y a- ça. Alors tu te dis mais il est vraiment diabolique ce mec, tu vois. Voilà. Ah, c'est vraiment le traitement des personnages féminins de ce film est un cataclysme. Et cette scène-là est Oui, un après- assez bon après- morceau de. Bon, alors d'abord, tu la baises, puis tu la drogues, puis tu la décapites. Si on voulait montrer que t'étais méchant, c'est bon, c'est fait, quoi. C'est. Voilà. Et ensuite, alors, il y a comment dire, disons que je pense que parce que c'est un film Warner, c'est un film de studio, ça aussi, il faut le dire, tu vois, parce que quand tu regardes le film aujourd'hui, tu te dis putain, mais c'est un DTV ce truc, tu vois. Ouais, Alors, pour nous, ça en a été un, tu vois. Ouais. Mais en vrai, non. Tu vois, c'est un film qui est sorti en salle aux États-Unis, c'est un film qui a été, alors, sacrément. Ça fait un four, hein. Ouais, puis sacrément. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, si tu veux, en fait. On a fait j'ai envie de dire, je sais même pas si on l'aura déjà diffusé quand je vous en parle, donc je vais vous spoiler un podcast qu'on a fait avec Arnaud, on parlait de Dark Angel. J'ai tellement envie de le revoir, celui-là. Voilà, Bon. Dolph Lundgren. Ouais. Et le truc avec Dolph Lundgren, c'est que c'était, on en parlait un petit peu de cet aspect-là, c'est-à-dire que Dolph Lundgren, c'était un vrai bon second rôle, on va dire, dans le cinéma d'action. C'est-à-dire que, en fait, il fonctionnait très bien quand on l'opposait à une autre star du cinéma d'action, par exemple Stallone dans Rocky IV, Van Damme dans Universal Soldier, mais c'est vrai qu'il a jamais vraiment réussi à porter un succès au box-office avec lui en tête d'affiche, parce que effectivement, Brandon Lee à l'époque, c'était vraiment ses débuts à Hollywood. C'était son premier film américain. Il avait fait d'autres films avant, qui étaient Legacy of Rage, par exemple, notamment avec L'héritage de la violence de voilà, Ronnie de Yu. Ronnie Yu, mais qui est un film pour le coup qu'il a tourné à Hong Kong, Oui. qui est assez pétardant, hein, qui est assez dynamique, pas hyper finaux, mais très dynamique, quoi. Et lui-même en fait voulait, enfin il avait du mal avec l'idée de devenir une star de cinéma d'action parce qu'il ne voulait pas forcément. Il voulait pas marcher dans les pas de son père, nécessairement. Voilà, c'est ça. Donc on va dire que en fait si tu veux, on pourrait parler de Rapid Fire parce que c'est un film peut-être plus intéressant pour la carrière de Brandon Lee. Au moment où il l'a fait, et évidemment The Crow qui est donc le dernier film. Qui est son film légendaire. Voilà, c'est ça. Qui démontrait déjà qu'il essayait un peu de sortir de l'ombre assez envahissante de son père, qui est encore une légende aujourd'hui, quoi. Et voilà. Et du coup, en fait, il y a quelques scènes d'arts martiaux avec lui, oui. malgré tout. Plus convaincante que celle avec Dolph Lundgren, parce que Dolph, en fait, qui est un vrai artiste martial Oui, aussi, ça se voilà. voit quand même. Mais il n'a pas la souplesse. C'est pas ça, c'est qu'il est trop grand. Il est trop grand, Mais tu vois. c'est un C'est-à-dire qu'en monstre. fait, voilà, c'est ça. Il a un truc. C'est-à-dire que tu vois qu'il est effectivement très très sportif, très. C'est-à-dire qu'il est capable de te faire un coup de pied retourné, mais vu que c'est un Golgoth, il te décapite du premier coup. Quoi, Voilà, tu vois, c'est ça, tu vois. Voilà, malheureusement, il n'y a pas cette scène dans le film. C'est dommage. Ça aurait Hein. pu, Il manquait aurait juste pu ça, être en fait. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, il y a une espèce de jeu avec ça. Alors, le truc qu'on peut pas enlever aussi au film, c'est cette espèce d'homo-érotisme absolument incroyable, jusque déjà dans le générique d'ouverture. Ah oui, qui a un plan séquence intégral sur une poitrine d'homme. Voilà. Voilà, puis en Mais gros bon, plan. alors, nous, on voit le tatouage, tu vois, en tant que personne hétéro-centrée, tu vois. Non, mais ça, blague à part, si tu veux, voilà, il y a déjà ce truc-là, mais surtout, le reste du film est complètement hallucinant. C'est-à-dire que, en gros, jusqu'à arriver, voilà, c'est Mark Lester. Moi, j'ai interviewé Mark Lester. Et en fait, dans Et tu lui as dit, mais pourquoi? Non, mais C'est la seule question que tu lui as posée. Dans l'interview, je lui ai posé une question en fait sur Commando, et c'est marrant parce qu'en fait, à un moment donné, il me dit, mais vous savez, il y a un truc que je comprends pas trop. Il y a des gens qui me disent que Commando, en fait, il y a un côté homo gay friendly, quoi. Mhm. Et je le vois pas. Et je fais, bah, quand même. Tu sais, je lui ai dit, c'est quand même un mec qui, plus ou moins, a envie d'enfoncer son couteau dans le truc de Schwarzenegger, qui jouit, en fait, quand il se fait enfoncer un gros tuyau dans le bide. Enfin, voilà, il y a quand même. Ah bon. Tu sais, donc, en fait, quand il sort une phrase de manière littérale dans Les Griffes du Dragon Rouge, c'est quand même une punchline de Brandon Lee.
qui dit à un moment donné à Dolph Lundgren, tu as la plus belle bite que j'ai jamais vue. Tu as la plus grosse bite que j'ai jamais vue chez un homme. En même temps, il l'aurait pas vu chez un homme, ça aurait été... ça aurait été plus compliqué. Mais là où c'est assez génialissime, en plus, cette phrase-là est devenue parfaitement mythique pour les déviants comme nous. Mais si tu regardes le film en VF, cette phrase-là a été totalement effacée. C'est vrai. Ce qui lui dit en VF, c'est « J'ai été ravi de faire équipe avec toi ». Le truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. J'imagine le doubleur qui est gêné, je fais « Non, mais je peux pas dire cette phrase. Oh bah t'as qu'à mettre ça à la place et tout. Merci de votre soutien. » Mes salutations distinguées. la VF qui part en cacahuète, quoi. Mais donc voilà, et cette scène... Ah, mais elle n'a pas de sens parce qu'on te présente on pourrait presque dire ok, ils ont essayé de faire un truc un peu progressiste pour 91 qui était que le personnage de Brandon Lee soit gay, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Non, c'est un mec qui est intéressé par les nanas, c'est le tétard de californien pur jus, quoi, en fait, de taper dans la mode, etc., quoi. Et en plus, l'autre problématique, c'est que, alors, moi, je cherche quand même à savoir pourquoi ce film est une déviance pour nous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il n'y a pas de grande scène d'action. Il n'y a pas de comment dire, c'est-à-dire que tu pourrais même pas te dire tiens, comme dans Commando, il y a une demi-heure finale, ça y est, ça y va, tu vois, ça bourrine, quoi, tu vois. Bah, d'un autre côté, en même temps, faut savoir quand même que c'est un film à problème, puisque la Warner, Oui. Le tournage s'est pas très bien passé, le montage s'est pas très bien passé, et le film au final fait 1h19 générique compris, donc en gros il fait 1h15. Le double d'un épisode stéroïde avec toi. Et encore. Et si tu le regardes en DVD, tu sais que le DVD 125 images par seconde, donc ça va plus vite, il fait plus qu'1h15 le machin. Donc tu te tapes un film C'est d'une peut-être heure. pour ça qu'il est parfait ce film, Voilà. en fait. C'est que en fait, il est encore un peu tôt pour te coucher, mais bon, il est trop tard pour regarder un film de 3 heures, quoi. Ouais. Tu fais, et si je me faisais un petit dans les griffes du Dragon Rouge, et quand alors tu c'est Laurence d'Arabie ou dans les griffes du Dragon Rouge, je vais regarder dans les griffes du Dragon Rouge. Ce qui me semble être la réaction logique, parce que bon, on va pas se mentir, tous les gens qui ont les deux films, ils doivent pas être si nombreux que ça, mais tous les gens qui ont les deux films dans leur DVD Tech ou Blu-ray Tech, ils ont plus vu dans les griffes du Dragon Rouge que Laurence d'Arabie. C'est pas impossible. Il faut qu'ils acceptent cette réalité. C'est une triste réalité. Et pourquoi c'est une déviance pour nous ? Déjà, il a la politesse de leur écart, ce qui est vraiment génial. Et ensuite, globalement, c'est donc le steak, l'autre Golgoth de Dolph Lundgren et Brandon Lee, qui sont globalement dans une scène d'action toutes les 5 minutes maxi. Il y a un truc qui pète, il y a des coups de feu, il y a une scène de parce baston. qu'à mon avis, le film est très cut là-dessus. Oui, parce qu'ils ont, ils ont enlevé tout ce qui est... La raison pour laquelle on n'a pas pu le pitcher au départ, c'est globalement qu'ils ont viré tout ce qui constituait le scénario et ils ont laissé juste les scènes d'action, quoi. Donc le film n'a ni queue ni tête. On dirait presque un canon, quoi. Pas loin. Ouais. Il y a la signature de Mark Lester dont on parle pas assez, c'est-à-dire que dans Commando, il y a cette scène formidable où il y a une explosion avec 2 mecs qui sautent, on voit le trampoline hydraulique à 20 km. Et il s'est dit, ça, je pense que c'est un truc qu'il faut que je le fouille. Donc, dans les griffes du Dragon Rouge, il y a un moment où Dolph Lundgren passe en faisant une prise de karaté au-dessus d'une voiture parce qu'il est trop fort sans élan. Et si tu regardes la scène, tu vois clairement le tremplin hydraulique qui est visible à des kilomètres aussi. C'est une signature comme une autre. Ah, c'est Kubrickien, quoi, je pense. C'est un peu ça. Quoi. Non, mais en fait, voilà, et il y a cet autre truc. Alors, c'est-à-dire que le film est marqué par son époque. Oh, que oui. Voilà, et il y a une autre grande signature. C'est David Michael Frank. Voilà. Tu me parles de David Michael Frank, tu me fais plaisir. David Michael Frank, c'est celui qui a signé la musique. Et quand toi, vieux comme nous, tu fermes les yeux le soir dans ton lit et que tu penses à un film des années 80 et que tu te dis quelle est la musique la plus pourrie à laquelle je puis penser, qui a été faite avec un formidable synthétiseur, David vient. Parce que David, il a fait la musique. Apparaît dans tes rêves, dans tes oreilles. Dans tes oreilles. Dans tes esgourdes. Voilà. Appelons ça des esgourdes maintenant. Voilà, c'est en fait, il se passe plein de trucs. Mais par contre, la BO, c'est David Michael Frank. Puisque David Michael Frank, il a fait Héros avec Chuck Norris. Il a fait Nico, il a fait Échec et mort, il a fait Dans les griffes du Dragon Rouge, Justice sauvage. Je veux dire, ce mec est un génie. Et pour moi, il a fait aussi Space Commando. Que je connais pas. C'est-à-dire que Suburban Commando, c'est une comédie avec Hulk Hogan. Donc une comédie... d'action, SF, tu as des déviances encore plus fortes que nous. Ah, mais celle-là, mais moi, tu sais, je fais l'exégèse des gros bras, je ne fais que mon travail, si tu veux. Voilà, c'est beau. Voilà, cet engagement, c'est beau. Voilà, et en fait, le truc, si tu veux, c'est que
moi j'ai envie de dire, c'est le comment t'appelles ça, le composeur attitré de tous les gros musclés. Je veux dire, si Stéroïdes existe, c'est aussi grâce à David Michael Frank. Mais en fait, c'est la BO de Stéroïdes. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi t'as pris Jay-Z, ça aurait dû être David Michael Frank. C'est pas moi qui ai pris, c'est mon monteur Cédric Fontana, et il a très bien fait, je pense, tu vois. Mais il est vrai qu'on aurait pu mettre un petit thème, comment dire. Surtout qu'il a le chic en plus, c'est qu'il travaille beaucoup, c'est-à-dire que quand t'écoutes Nico et Échec est mort d'affilée, tu vois pas la différence entre les deux BO. Et quand tu écoutes l'intégralité des 37 minutes que dure Dans les griffes du dragon rouge, le thème revient 69 fois en 30 minutes, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment un parce compositeur... que c'est un mec, en fait, il s'est dit, bon, bah attends, je veux dire, tu sais, ça se trouve, il a été coupé aussi. Non, c'est une approche thématique à la Williams, tu vois, il fait revenir des thèmes. En attendant, c'est effectivement le son du cinéma d'action des années 80 de bourrin. C'est-à-dire qu'en gros, il a donc mis en musique Chuck Norris, il a mis en musique Steven Seagal, il a mis en musique Dolph Lundgren et Hulk Hogan, d'après ce que tu viens de Hulk dire. Hogan, Eric Roberts. Sur Best of the Best. Best of the Best 2. Très bon. Moi, j'aime beaucoup Best of the Best 2. Tu as le droit. Bracus serait resté, lui. Tu vois, c'est une de mes phrases cultes. C'était un truc qu'on se sortait beaucoup avec les copains, quoi. Ceux qui ont vu le film s'en rappellent probablement. Très beau, très grand film de kickboxing, j'ai envie de dire. Tu vois, comme tu vas. Voilà. Bah non, mais c'est Best of the Best 2, quoi. C'était plutôt sympathique. Voilà. Ouais. Et tous ces films-là, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de... C'est ça, un peu la fascination, en fait, enfin, la fascination... Si, allez, assumons. Tu vois, la fascination, en fait, de voir un truc comme aussi, finalement, déviant que Dans les griffes du dragon rouge, alors qu'en fait, fondamentalement, quand tu y réfléchis, il n'y a rien de si... Ça ne représente qu'une époque, en fait. Oui. Si tu veux, c'est un truc totalement révolu. C'est-à-dire que si parmi vous, il y a des gens qui ont la vingtaine, si vous allez voir ce film-là, vous allez faire des gros yeux en se disant qu'est-ce qu'ils m'ont conseillé les deux vieux mongols. Et vous n'aurez pas complètement tort, parce que c'est... Mais en plus, c'est autre truc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en fait, c'est un espèce de film terminal de ça. C'est-à-dire qu'en gros... si t'aimes bien le cinéma d'action, mais que en fait pour toi c'est McTiernan et James Cameron, et en fait ça s'est arrêté là parce que tu te dis j'ai quand même pas me taper du Rainier Harlin, bah, c'est sûr que là il faut pas aller voir Dans les griffes du dragon rouge parce que voilà. Mais comme tu l'as dit, c'est un marqueur d'une époque, c'est-à-dire que les années 80 sont revenus à la mode. Bon là on s'est un peu passé, on commence à passer aux années 90, mais les années 80 sont revenus à la mode. Il y avait les codes vestimentaires, il y a les codes musicaux, il y a les codes de cinoche. Et les années 80 c'était aussi ça, c'était aussi ce genre de truc ni fait ni à faire, totalement déviant, écrit à la truelle, réalisé par Mark Lester, j'ai pas besoin de dire plus, joué par des grands acteurs comme Dolph Lundgren. Ouais, on aime ça, mais on aime ça parce qu'on a grandi avec. Ce sont pas des films défendables. Non, c'est difficile à défendre. Et puis il y a aussi un autre problème là-dedans, à mon sens, c'est que, encore une fois, on rentre en fait dans un système vraiment terminal. C'est-à-dire que même ce film-là n'était pas sophistiqué à l'époque où il est sorti, je pense. C'est-à-dire que la seule sophistication, c'est d'avoir un acteur asiatique, tu vois, en second rôle. Le twist dont on a parlé au voilà, départ c'est ça. Tu vois, c'est, je pense, littéralement la seule sophistication. Il y a donc, vraiment pas de d'ailleurs, en fait, la vraie phrase, comment dire... t'as la plus grosse bite que j'ai jamais vue sur un homme. À la base, c'était t'as la plus grosse bite que j'ai jamais vue sur un blanc. D'accord. Et en fait, Warner a fait quoi? Non, mais... Pardon, tu sais, donc voilà, tu vois. Nous, on a des grosses bites aussi, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Donc, non, on va changer ça, tu vois. Et en fait, voilà. Un film subtil, fait par des gens subtils, c'est important. Non, mais voilà, tu vois. Donc, en fait, je pense que, tu vois, ce qui est étonnant quand même, c'est de te dire que t'as un film qui a été coupé. C'est-à-dire, je crois que le shooting script, il faisait 104 pages à la base. 104 pages, si tu fais un équivalent. 1h44, quoi. Voilà, donc non. Déjà, ça fait pas 1h44. Ensuite, en fait, finalement, et ça a été ramené à 1h30 par le montage de Mark Lester. Et même la Warner a fait non. Trop long. Trop long, donc on coupe. Mais ils n'ont pas coupé cette phrase. Donc en fait, si tu veux, qui n'a ni queue ni tête, quoi. Et on va faire le podcast sur cette phrase, en vrai, si tu veux. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment, tu te retrouves avec un espèce de truc. Je pense que ça va être limite l'épisode le plus court, en fait, si tu veux, sur lequel parler, parce que c'est très difficile de... Il n'y a pas grand-chose à défendre sur ce film-là, et pourtant, toi comme moi, effectivement, il exerce une certaine fascination, où on dit « Ouais, je peux le remater, ça me pose pas de problème. » On regarde l'écriture, c'est vraiment cataclysmique. On regarde la mise en scène, c'est vraiment pas au point. On regarde les rôles féminins, on baisse la tête en disant « Oh là là, non, mais vous pouvez pas faire ça, les gars, vous pouvez vraiment pas faire ça, parce que ça va très très loin dans le pas bien du tout. » On regarde les scènes d'action, en fait, elles sont pas incroyables non plus. Par contre, elles s'enchaînent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un non-stop, le film, quoi. En fait, c'est de la pure série B tendance Z avec, en gros, si tu veux, tout ce qu'on aime... Enfin, tout ce qu'on
peut même plus s'autoriser à avoir dans un film d'action de ce genre-là aujourd'hui. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel Fast and Furious ou n'importe quel truc. Et là, j'ai même pas forcément envie de dire que c'est une bonne chose, en vrai, si tu veux, hein, par rapport à Dans les Griffes du Dragon Rouge. Mais ça cumule, en fait, les punchlines de crétins, ça cumule les scènes de crétins, ça cumule les scènes de baston, tu vois, sans queue ni tête. Et voilà, en fait, nous, on est contentés comme des... Bon, on est content aussi parce que c'est vrai qu'on a mine de rien, des scènes d'action effectivement très nombreuses. On a 2 acteurs qui sont des athlètes, l'un comme l'autre. Et donc, forcément, Brandon Lee bougeait quand même super bien. Oui, mais c'est c'était pas, pas le son film, père. tu vois, étonnamment. Oui, alors voilà, Brandon Lee, c'est un super athlète martial, mais le truc, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout exploité dans ce film. En tout cas, s'il en reste, tu vois. Il y a un peu de ça, mais en fait, ça marche beaucoup plus dans Rapid Fire. Moi, je me rappelle que Rapid Fire, par exemple, à l'époque, on fera un podcast sur Rapid Fire un jour. Hein, Ouais, je préfère nettement Rapid Fire, honnêtement. Oui, oui. Oui. Bon, après, c'est un film. C'est pas un très grand film non plus, tu vois, je veux dire, d'un point de vue film. Non, mais en même temps, ce qui est bien chez Brandon Lee, c'est qu'il a eu cette carrière éclair, parce qu'il est quand même, il est mort, il a 28 ans, quoi. C'est vraiment très très jeune. Et il y a eu une vraie progression dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il a commencé par ce petit film de Ronnie Yu, mais ce qui l'intéressait, c'était le cinéma américain. C'est parce que fondamentalement, il est au moins autant américain que chinois. Ouais. Il a fait ce film que j'ai pas vu, c'est le seul que j'ai pas vu, qui s'appelle Laser Mission. Tout le monde me dit que c'est intégralement nul, donc voilà, donc du coup je l'ai pas vu. Dans Les Griffes du Dragon Rouge, il y avait une tentative de film américain, une tentative de buddy movie, mais aussi ça lui a permis, effectivement, ça a été une marche jusqu'à Rapid Fire, qui a été une marche jusqu'à The Crow. Jusqu'où ce mec aurait pu monter? C'est une vraie question. Mais c'est une question qui se posait déjà avec son père. C'est-à-dire que vraiment, en fait, moi, souvent, en fait, quand je vois je pense que la mort de son père participe à la légende, si tu veux, du père aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il était très très fort et très charismatique, mais si tu veux, ça aurait été intéressant de savoir. Regarde aujourd'hui, où est Mel Gibson? Où est Bruce Willis? Tu vois, c'est quand même des stars. Alors, Mel Gibson, j'ai vu une bande-annonce aujourd'hui. Crois-moi qu'il est quelque part. Oui, la bande-annonce de Fat Man, si vous l'avez pas vue, faut la regarder. Hein. Où il joue le Père Noël. Où il joue le Père Noël, mais le Père Noël avec un Magnum 44. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi ce truc. Mais justement, ce que j'allais dire, si tu veux, c'est que c'était des très grandes stars de notre époque qui ont disparu, si tu veux, aujourd'hui, qui sont complètement sous les radars, qui sont considérés comme ringards, hein, lui, Bruce Willis, tout ça. Certains parce qu'ils ont été un peu poussés vers la sortie, d'autres parce qu'ils se sont poussés vers la sortie, on va dire. Et moi, je me demande en fait jusqu'à quel point ça aurait été une grande vedette, justement, Bruce Lee, une grande légende. Et Brandon, c'est un peu la même logique, parce que c'est une logique un peu différente. Bruce Lee, c'était déjà une légende avant de mourir, puisque tous ses films étaient des gros succès, il me semble. Et c'est devenu... comme Mel Gibson. Tu vois, aujourd'hui, on peut considérer que c'est une légende, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne sait plus aujourd'hui ce qu'il va... Brandon Lee, ce que je trouvais intéressant, justement, c'est qu'il ne voulait pas être son père. Il avait les capacités martiales, non pas de devenir son père, mais de devenir un artiste martial accompli dans des films d'action. Et il a décidé de dire, OK, je veux essayer le drame. Et la performance qu'il vit dans The Crow, elle est bonne. Est-ce qu'elle est incroyable? Non, mais elle est bonne. Non, oui, enfin, il fait le rôle, quoi. Il le fait bien, quoi. Si tu veux, il le tient bien. Et voilà, et puis il a, on va dire, une prestation à la fois iconique du fait de sa mort, investi, mais investi, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vraiment une curiosité de se dire, est-ce que ce mec-là aurait pu faire une carrière dont on parlerait aujourd'hui en disant, ah là, ce film-là, quand même, il est mortel. Et bon, ça, on en a été privé. Et du coup, il y a 5 films, donc visiblement, Laser Mission, c'est pas à voir, mais les 4 autres, ils valent le coup d'être visités. Alors, je pense que la plupart de nos auditeurs, on les ont déjà tous vus, mais si c'est pas le cas, ça vaut le coup d'être visité. Ils sont pas tous top, effectivement. Moi, l'héritier de la vengeance, je suis pas un gros fan. Non, mais c'est vénère, c'est vénère sur les 20 dernières minutes. Hein. Oui, il y a beaucoup de scènes de restaurant quand même. Oui, bon, d'accord. Allez, voilà. Dans Les Griffes du Dragon Rouge, il n'y a pas de scène de restaurant. Et quand il y en a une, c'est parce qu'il y a des coups de feu. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Mais en plus, le film, enfin, si tu veux, il y a quand même cette approche passablement raciste, hein, moi, je trouve, comment dire, dans Les Griffes du Dragon Rouge. C'est-à-dire que les scènes de restaurant en question, si tu veux, c'est quand même des trucs où les mecs, ils disent, alors, si t'as pas le mot sushi, kampai, tu vois, ou je sais pas, enfin, tous les mots japonais, les 4 mots japonais que les mecs connaissent, si tu veux, qui te calent en même temps, quoi. D'ailleurs, aussi, anecdote intéressante, sur la version française, tous les passages où Dolph Lundgren parle en japonais, ils sont dit non, on va les faire en VF, ce sera plus simple. Donc il y a des fois en fait où tu as le regard du mec en face qui est putain merde, c'est mais vous parlez japonais. Vous parlez japonais et en fait dans la VF il parle français, tranquille. Ah non, mais encore plus raciste que les mecs qui ont fait le film, quoi. Oh quand même. Hein. Ouais. Donc de toute façon c'est un petit peu raciste, c'est carrément misogyne, Bon, moi je vois pas ce que tu veux dire par là. Il y a Tia Carrère, si tu veux, elle lui tombe dans les bras alors qu'elle s'est fait violer 24 heures avant. Voilà. Entre les deux, alors qu'elle vient d'essayer de se suicider, il lui donne un flingue en disant voilà, s'il y a quelqu'un qui
qui rentre, tu me donnes pas un flingue à quelqu'un qui vient d'essayer de se suicider, ça n'a pas de sens, monsieur. C'est-à-dire qu'à un moment, fais un effort. Non, mais voilà. Et puis elle attend avec son flingue et il s'en va pendant 10 minutes, pas plus parce que le film fait 1h15. Et il revient et Tia Carrère, elle est toujours avec son flingue. Elle a pas bougé, elle est dans son canapé. Voilà, non, mais Et là, il l'emmène chez lui, il la baise. Tu fais, voilà, non, mais c'est ça. Non, mais il la baise, non. C'est elle qui vient dans son lit. Parce qu'il est irrésistible. Et en plus, ils font une punchline. C'est-à-dire que qu'il a la plus grosse bite qu'on ait jamais vue sur un blanc. Voilà, parce qu'elle lui dit, quand il lui dit, s'il y a quelqu'un qui rentre, quand elle a le fusil à pompe, elle lui dit, s'il y a quelqu'un qui rentre, tu lui dis tire dessus, qui que ce soit. Et elle lui dit, si c'est toi. Et elle lui répond en anglais, parce que là, je suis obligé de lui dire en anglais, you won't see me coming. You won't hear me coming. Vous ne m'entendrez pas arriver. Et quand ils couchent ensemble, à la fin de la scène, elle lui sort la punchline qui va bien, elle lui fait « This time I heard you coming ». Cette fois-ci, je t'ai entendu jouir. Tu fais, oh, c'est classe, les gars. Je t'ai entendu venir, quoi. Ouais. Non, mais voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, enfin, c'est dommage de terminer là-dessus quand même. Non, parce que moi, j'avais une bonne punchline pour terminer. Julien, je voulais te dire un truc. T'es le blanc qui a la plus grosse bite que j'ai jamais vue. Classe, super classe. Merci Stéphane. Je t'en prie, t'es mon Dolph Lundgren, tu vois, je suis ton Brandon Lee. Voilà, tu vois, c'est le podcast homo-érotique par excellence, quoi. Allons-y. Allons-y, quoi. Merci Julien. Merci à tous, voilà, merci à toi. Reprenons contenance, voilà. Merci Alain, merci à la technique qui n'est pas en reste lui non plus, en fait, sur l'homo-érotisme, tu vois. Mais qui est un peu désespéré par le podcast qu'on va te faire. Mais je pense, ouais, puis surtout, il va se dire, putain, il va falloir que je le réécoute pour le monter, faire quelque chose avec ça, ça va être compliqué. Mais tu vas nous mettre plein de punchlines du film, alors malheureusement, la VF est pas assez bien. Et du David Michael Frank. C'est très important. Ouais, pour finir avec ça, quoi. Merci à tous ceux qui ont typé, s'il en reste. Voilà, après ce podcast-là, quoi. Si vous voulez typer malgré tout, parce que vous trouvez que on fait du travail de qualité. Parce que vous avez les mêmes déviances que nous, mais c'est cool. Hein, voilà, c'est pas, ça. Putain, je vais garder mes sous pour acheter le Blu-ray, puis finalement, non, tiens, je vais quand même leur donner un peu de sous parce qu'ils en parlent, quoi. C'est tipeee.com. Mot-clé Capture Mag. Et puis vous pouvez nous écouter, en fait là je pense que vous savez, vous pouvez nous écouter puisque vous nous écoutez au moment où je suis en train de vous dire ça, c'est ça qui est incroyable. Ça se tient. Mais je le dis quand même, hein, si vous dites putain SoundCloud ça marche pas bien, il y a Google Podcast. Ah putain Google Podcast ça marche pas bien, on n'entend pas assez bien Julien Charpentier, il y a Apple Podcast. Bon, globalement normalement ça sera le même son, mais en fait vous pouvez nous écouter un peu partout, quoi. Vous pouvez nous suivre sur YouTube parce qu'on fait plein de vidéos qui font des gros bras aussi, comme Stéroïdes, parce que ça existe aussi en vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine avec un film qui sera certainement meilleur. Voilà. Ce ne sera pas super dur. Alors au revoir.